Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Clément. Après avoir travaillé en tant que consultant en informatique dans des maisons de luxe à Paris, Clément est devenu responsable des opérations dans une start-up en Haute-Marne. Bon élève, Clément se dirige en classe prépa après le bac, puis dans une école d'ingénieur. Il travaille ensuite en tant que consultant en informatique dans des maisons de luxe à Paris. Il est assistant chef de projet en prévision de vente chez Chanel. Il se retrouve au chômage au moment du Covid car son job est supprimé. C'est le déclic. Il est lassé de Paris, du stress et de la routine métro-boulot-dodo. Il souhaite un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Clément décide alors de rejoindre son frère en Haute-Marne, dans l'est de la France. Son frère a lancé la start-up Pangolin, spécialisée dans les gilets pare-balles en s'appuyant sur les aides du département. Clément est aujourd'hui ingénieur R&D et responsable des opérations chez Pangolin. Alors avec Clément, on a évoqué sa vie à Paris, comment il s'est lassé de la vie parisienne, comment lancer son entreprise grâce au financement du département, sa nouvelle vie au vert à la campagne et comment faire face au jugement de son entourage lorsqu'on décide de changer totalement de vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Clément. Bonjour Clément, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, je suis ingénieur R&D, responsable des opérations pour la société Pangolin Défense en Haute-Marne. Alors, j'ai super hâte qu'on fasse cet épisode ensemble parce que ta reconversion, elle s'est accompagnée d'un déménagement. Donc, tu as quitté Paris pour aller en Haute-Marne. Tu nous raconteras un peu plus après. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter tes études et puis ton premier métier ? Alors, je suis diplômé d'une école d'ingénieur généraliste. Après un parcours somme toute classique, j'ai fait une classe préparatoire. À la suite de cette école d'ingénieur, donc j'ai travaillé, évolué dans des métiers de consultant, plus ou moins en informatique, sur Paris, notamment dans des maisons de luxe. Et alors, comment ça t'était venu ton premier métier dans le luxe ? Est-ce que c'était un choix de travailler dans le luxe ? Est-ce que ça s'est fait comme ça ? Alors, je vais t'avouer, Claire-Vie, ça s'est un peu fait comme ça, en fait. J'avais postulé dans des sociétés de conseil et j'ai été placé chez des clients qui étaient dans le secteur du luxe. En fait, j'ai souhaité continuer un peu dans cet environnement parce que je trouvais que c'était un environnement assez exigeant, assez challengeant et dans lequel il y avait besoin énormément de profils un peu plus techniques, cartésiens peut-être, même s'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'ingénieurs dans ce secteur. Et j'ai beaucoup apprécié évoluer durant toutes ces années dans ce secteur sur différents postes, sur des projets informatiques e-commerce, des projets informatiques plus liés au système de vente, à la partie distribution. Donc mon dernier poste qui était donc assistant chef de projet en prévision de vente chez Chanel Parfum Beauté. Et donc du coup, toi, ça t'était venu comment tes études d'ingénieur ? Est-ce que c'était un rêve depuis enfant ? Je pense que c'était pas forcément un rêve, j'avais pas forcément de vocation comme beaucoup de gens qui sont ingénieurs. Je veux pas parler pas faire de généralité abusive, mais voilà, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait ce qui s'appelait à l'époque une filière S. Et j'étais dans un environnement qui prédestinait un petit peu. J'étais dans un lycée où beaucoup de gens allaient en classe préparatoire ou en médecine et j'ai choisi de partir en classe préparatoire. Donc à la suite de ça, j'ai intégré les arts et métiers qui était la meilleure école que j'avais eue et que j'avais de la famille qui l'avait et que j'étais dans une filière en fait qui prédestinait vraiment à cette école. Le stage de fin d'études, je l'avais effectué en fait dans un cabinet de conseil qui travaillait pour un client du luxe qui était Richemont à l'époque. Richemont, c'est le groupe qui comprend Cartier, Van Cleef & Arpels, énormément de marques d'horlogerie, joaillerie et j'avais beaucoup aimé travailler dans cet environnement. Du coup, en fait, tu t'es pas forcément posé trop de questions, t'as un peu tout enchaîné comme ça. Non, je pense qu'il faut se lancer. Après, voilà, on a des contraintes quand on doit trouver un stage de fin d'études. C'est vrai que moi, je suis issu d'une famille où il n'y a pas d'ingénieur en fait. Mes parents sont tous les deux fonctionnaires. Ma mère est enseignante, mon père était policier, il est à la retraite actuellement. Mes grands-parents aussi étaient enseignants. Donc voilà, j'avais pas forcément de secteur en priorité. Je connaissais pas forcément à quoi correspondait le métier d'ingénieur qui est très très vaste et je pense que ça fait partie des métiers les plus difficiles
à définir parce que ça ouvre énormément de portes. Du coup, je me suis lancé un peu comme ça par hasard parce qu'à l'époque, je voulais aussi continuer à vivre sur Paris, à travailler sur Paris. Et du coup, ce qui offrait, si on fait un calcul entre la vie à Paris, les opportunités pour la suite et le salaire également, faut pas se le cacher, ça faisait quand même un triptyque très intéressant. Et c'est un peu pour ça que j'avais choisi de travailler dans ce secteur et être consultant, qui est également très très difficile à définir, mais que beaucoup de jeunes diplômés, que toute école d'ingénieur et de commerce confondue, choisissent en sortie d'études. Et c'était comment l'ambiance? Parce que j'imagine quand on travaille dans le luxe, il y a enfin, on veut la perfection. Du coup, c'est assez exigeant. Comment tu t'es sentie, toi? Moi, j'ai bien aimé travailler dans ce secteur. C'est très exigeant. C'est, comment dire, que ça soit sur on va dire les processus amont ou les processus aval, que ce soit dans la distribution ou la production, ben, c'est des standards de qualité très importants, que ce soit au niveau de la fabrication que au niveau de la distribution. Forcément, ça se répercute sur l'ensemble des métiers qui en dépendent. C'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir sur la partie informatique. On essaye toujours d'être à la pointe de la technologie, donc avec des équipes relativement jeunes, pas forcément ce qu'on peut entre guillemets imaginer qui est des gens forcément très toujours en costume 3 pièces. Il y en a, mais c'est pas forcément le cas. C'est un peu moins informel, mais par contre les standards, l'exigence de qualité de travail fourni et de disponibilité aussi, les horaires étaient parfois assez importants, mais c'est vrai que c'est pas un environnement dans lequel voilà je me sentais différent, et je trouve que les ingénieurs sont assez valorisés parce que en fait le luxe a subi une mutation en termes enfin de production et d'échelle, en fait, que ce soit en informatique ou sur la production. C'est développé avec l'ouverture des marchés asiatiques. Du coup, en fait, il y a eu besoin de rationaliser tous les processus, que ce soit la production et la distribution. Donc il y a eu besoin en fait d'avoir un accompagnement de la part d'ingénieurs pour mettre en place en fait toutes nouvelles façons de faire. Au début des années 90, commandes étaient renseignées dans un carnet, et maintenant en fait tout se fait de façon informatique avec des outils qui sont comparables à ceux qu'on peut trouver dans les plus grandes sociétés qui sont dédiées à ça. Donc en fait voilà, il y a toute une mutation qui a été rapide, qui a dû voilà suivre avec la demande client qui est de plus en plus importante. Donc du coup l'exigence de la qualité de service a dû suivre en fait. Le projet a été très très rapide parce qu'il y avait toujours ce regard extérieur du client qui est très exigeant, qui nécessitait d'être voilà À la pointe, ouais. à la pointe de la technologie. Merci Claire-Vie. Et ça te plaisait la vie à Paris? Alors ça me plaisait beaucoup au début parce que voilà, c'est vrai que quand on sort d'école, quand on a son premier salaire, on est très content de pouvoir profiter en fait de toute l'attractivité et de tout le dynamisme pardon d'une capitale. Puis au fur et à mesure en fait s'installe un peu la routine métro boulot dodo avec l'évolution de la charge de travail. En fait, on se rend compte en fait que l'argument majoritaire que beaucoup de gens avancent quand ils disent oui, j'habite à Paris, c'est une ville où il y a énormément de spectacles, énormément de choses à faire, et bien en fait qu'on n'en profite pas en fait, et au final on voit que les désavantages. Au fur et à mesure voilà, on s'enferme un peu dans ce rythme-là, on est dans le métro, on rentre le soir, on fait ses courses et puis on dort quoi, on regarde la télé, on dort, on lit, mais on profite pas en fait. On est dans une ville avec énormément d'attraits, énormément d'atouts, même ne serait-ce que les musées, on n'y va plus, on n'a pas le temps d'y aller. Voilà, c'est une frustration qui se crée. Et au final, le week-end, on le passe pas forcément à Paris, on le passe dans sa famille, on le passe en province, on va voir des amis qui ont une autre vie dans une petite ville un peu plus loin. Et au fur et à mesure, on se dit, pourquoi ne pas vivre ailleurs en fait. Donc je pense que ça, enfin je suis pas le seul à l'avoir vécu, et c'est vrai que je pense que c'est l'élément, le facteur déterminant, pourquoi pas faire autre chose et ailleurs. C'est vrai qu'au fur et à mesure, tu multiplies les week-ends ailleurs parce que t'en peux plus de Paris. Et aussi, je pense qu'à Paris, le problème, c'est tu peux pas être spontané. Tu peux pas te dire au dernier moment, ah bah et si on faisait cette expo, et si on se faisait ce resto, parce que il y a tellement de gens partout. Il faut réserver les restos 2-3 semaines à l'avance. Les musées, il faut mieux arriver tôt pour pas être en même temps que tout le monde.
il y a beaucoup de touristes. Du coup, c'est vrai que c'est un peu, à la fin, on n'a même plus envie d'essayer de faire des choses, en fait. Oui, oui, il y a un peu de ça, mais c'est vrai que même on se dit en fait, on est tellement absorbé. Enfin, on a son quartier et puis au final, on a une vie de quartier dans une capitale. On a une vie de ville de province. On sort dans son quartier, dans les 2 ou 3 kilomètres carrés autour de chez soi. Par exemple, moi j'habitais rive gauche, mais un arrondissement qui est sur la rive droite, on n'y est jamais allé. Et on sait même pas ce qu'il y a. Donc oui, c'est vrai que et ça en fait, ce constat, enfin, il m'est arrivé au bout de 1 an et demi, 2 ans, et c'est vrai qu'on se dit mais c'est bizarre en fait. Pourquoi j'habite à Paris en fait? On voit qu'on paye un loyer démesurément cher par rapport à la surface qu'on occupe, qu'au final notre vie s'apparente plus à une vie de province qu'à une vie de parisienne, avec tous les désagréments, c'est-à-dire les transports en commun, le coût de la vie, enfin le monde aussi, la foule, les grèves et tout ce qui va avec. Ouais, ça me stresse rien que d'en parler. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font ce constat, mais souvent, le problème, c'est, on n'a pas forcément envie d'avoir une carrière moins intéressante, moins d'opportunités. Surtout toi, tu étais jeune diplômée. Donc tu fais ce constat et comment tu te dis ok, je vais partir. Comment tu as fait pour trouver en fait passer le fait que peut-être tu allais avoir moins d'opportunités professionnelles? Alors moi je suis pas carriériste de base aussi, c'est quelque chose voilà, ça n'affecte pas mon ego de me dire je perds on va dire des opportunités ou faisant le choix que j'ai fait. Au contraire, moi je préfère profiter voilà du moment présent et faire des opportunités en accord avec moi-même, voilà, sans forcément rentrer dans un schéma traditionnel. Quand je le présente, ça a l'air très simple, mais on m'a un peu forcé la main parce que voilà, donc mon dernier poste, donc j'étais assistant chef de projet chez Chanel Parfum Beauté, et le Covid est passé par là. Le poste a plus ou moins été supprimé. Donc voilà, c'est le fait de me retrouver au chômage qui a été pour moi un peu l'élément déclencheur qui m'a permis de changer d'orientation professionnelle et partir en Haute-Marne chez Pangolin Défense. Alors, comment ça s'est passé la Haute-Marne? Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu où c'est et puis comment tu en as eu l'idée de quitter Paris pour aller en Haute-Marne chez Pangolin? Pour résumer, la Haute-Marne, je vais pas faire de cours de géographie avancée. Mais c'est globalement donc un département qui se situe entre la Bourgogne et la Meurthe-et-Moselle, donc entre Nancy et Dijon. La Haute-Marne, c'est une région du Grand Est qui est à 2h30, 3 heures de Paris, que ce soit en voiture ou en train. Le département est très grand, très vaste. C'est une région essentiellement rurale avec encore beaucoup d'industries, voilà, notamment tout ce qui est métallurgie. Ma grand-mère est originaire de cette région, donc une partie de ma famille de côté maternel n'y est plus, mais y a vécu. Donc je connaissais un petit peu. Donc j'ai décidé de rejoindre mon frère qui lui est passionné par le secteur de la défense, particulièrement par tout ce qui est gilet pare-balles et protection balistique, et qui a créé en fait une start-up qui s'appelle Pangolin Défense et qui est une start-up qui fabrique des protections balistiques personnelles. Il s'est installé en Haute-Marne en 2019. À partir de là, moi je l'ai rejoint progressivement après avoir mon dernier poste chez Chanel. Et comment ton frère avait choisi la Haute-Marne? Mon frère donc souhaitait avoir des locaux relativement vastes pour pouvoir se développer et installer une activité industrielle. Et après avoir cherché donc aux alentours de Paris et trouvé que le coût des loyers était très très important, notamment et même en termes de disponibilité des loyers, donc c'était pas forcément très intéressant de s'installer proche de Paris. Et puis pour les auditeurs et même pour toi Claire, je pense que tout le monde le sait que quand on débute une start-up, on n'a pas beaucoup d'argent pour louer des locaux. Donc c'est vrai que il a pensé à la Haute-Marne et il s'est dit je vais aller toquer à la porte du conseil de la communauté de communes de Langres, donc qui est la ville
proche de laquelle nous sommes installés, et qui lui a trouvé, donc une personne ça s'appelle le PETR, lui a trouvé un local qui était disponible très rapidement. Donc il était très content de pouvoir s'installer là-bas. Voilà, c'est vrai qu'il y a un accompagnement personnalisé. Actuellement, on a un local qui fait 700 mètres carrés. Avant d'entamer les démarches pour l'acheter, on le louait à 300 € par mois. Et est-ce qu'il y a des facilités? J'imagine que, tu sais, à Paris, il faut toujours plein de cautions, Ouais. tu sais, s'assurer, montrer qu'on peut payer le loyer. Est-ce que du coup, là, il a eu par exemple des facilités, ça a été plus simple pour lui pour louer? En fait, dans la mesure où, en gros, le bail a été négocié par le département, par l'antenne du département qui est présente à Langres, et que c'est un projet nouveau, on va dire, un projet innovant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un garant. Donc au final, ça s'est négocié plus ou moins, voilà, entre l'antenne régionale et enfin l'antenne locale et le propriétaire actuel. En gros, il n'y a pas eu besoin, voilà, d'apporter des garanties financières importantes, pouvoir procéder à la location. Quelque chose de très intéressant, et ça a été vraiment possible grâce à l'aide, pardon, de l'antenne locale, ce qui n'aurait pas été le cas en région parisienne, où voilà, il y a beaucoup moins de soutien et beaucoup moins d'approche personnelle. On est un mail, on est un dossier, alors que là, on est une personne, quoi. C'est vrai que c'est la grosse différence. Et est-ce qu'il y a des aides financières pour les entreprises? Est-ce que vous avez des aides pour vous installer en tant qu'entreprise? Alors, il y a des aides, en effet, des aides à l'installation. Il y a, des bourses pour les porteurs de projets, des bourses anti-création. Il y a pas mal de dispositifs d'accompagnement à la fois humain et financiers qui sont mis en place. Il ne faut pas hésiter à faire des demandes, que ce soit au niveau de la région Grand Est ou du département de la Haute-Marne. Tu sais combien ton frère il a eu à peu près d'aide? À peu près 40 000 €. Ah ouais, c'est énorme. Et comment ça se passe du coup? Tu as un interlocuteur au département qui t'aide avec tout ça? En fait, oui, il y a une pluralité d'interlocuteurs, que ce soit au département ou au niveau de la région, qui coordonnent en fait, voilà, l'attribution des aides qui peuvent être de la région ou du département, parce qu'il y a quand même une différence. Voilà, donc il y a un contact avec qui on échange encore régulièrement pour pouvoir financer par exemple l'achat d'une machine. La région prend en charge l'achat de ce qu'on appelle en termes comptables les immobilisations, parce que c'est de l'investissement. Voilà, tout ce qui est machine-outils. Après, sur la rénovation des locaux, des choses comme ça c'est peut-être plus, si je me trompe pas, le département qui prend en charge. Voilà, c'est vraiment de projets de revalorisation industrielle. Donc voilà, il y a vraiment un certain nombre d'aides qui peuvent bien aider, soit au lancement, soit à la reprise d'activité pour développer, relancer certaines activités et pouvoir créer de l'emploi. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent du coup en Haute-Marne? Alors depuis moi ça fait 1 an et demi plus ou moins que je suis en Haute-Marne. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'installent. On a vu donc dans une commune pas très loin une grosse usine qui s'est installée. Donc là, c'était plus une relocalisation, mais il y a quelques startups qui se sont installées, et notamment pour les locaux en fait, parce que donc même en termes d'intérêt géographique, ça reste à 2h30 de Lyon et 2h30 de Paris, donc c'est très intéressant, et même à 1 heure de Nancy, donc c'est très intéressant pour les échanges, et c'est vrai que les locaux restent très abordables, et des locaux qui sont en bon état aussi, faut le signaler, parce que parfois on se dit oui, les locaux sont pas chers, mais peut-être insalubres, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un avantage énorme. Et comment ça se passe du coup? Vous avez un peu des interactions avec les autres entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des soirées d'organiser, vous vous aidez? Alors oui, il y a des dispositifs en fait, des groupes en fait avec tous les entrepreneurs de la région, tout ce qui peut être réseau entreprendre par exemple, qui est un réseau national qui est déployé localement aussi par antenne, et oui, qui permet de connaître un petit peu le tissu entrepreneurial, qui permet aussi d'aider les nouveaux entrants à se développer.
Donc c'est très intéressant. Il y a plusieurs réseaux qui sont déployés en Haute-Marne. Bon, actuellement avec l'activité qu'on a liée à la crise en Ukraine, c'est compliqué pour nous de participer, de créer des événements. Mais oui, c'est quelque chose qu'on a en tête et on espère bientôt pouvoir accueillir ces réseaux d'entrepreneurs dans nos locaux ou à l'occasion d'une soirée pour pouvoir leur présenter notre activité et échanger avec eux sur tout ce qui est très intéressant. Oui, parce que c'est vrai que moi, par exemple, la semaine dernière, j'étais invitée à une soirée entrepreneur à Paris et finalement, c'est la première que j'ai fait. Et je me dis, en fait, on se dit à Paris qu'on va avoir plein de rencontres, que les gens vont nous aider, mais finalement, parfois, on est peut-être un peu plus isolé puisque il y a tellement de gens, c'est plus difficile en fait de nouer des liens. C'est pour ça que je te demande un peu comment ça se passe. Est-ce que vous êtes proche des autres entrepreneurs de la région? Et toi, donc du coup, pour revenir à Tunka, comment tu as eu le déclic de te dire je rejoins mon frère dans son entreprise? C'est un déclic qui a été progressif en fait. Je me suis retrouvé au chômage à l'issue de mon expérience chez Chanel et puis je me suis dit j'ai pas grand chose à faire pour l'instant. Bon, après avoir profité un petit peu, je suis parti, je me suis pris un mois de repos où j'ai pu profiter, partir en vacances. Je me suis dit je vais aller l'accompagner pour voir ce qu'il fait un petit peu parce que je suis très curieux et c'est vrai que l'entrepreneuriat m'avait toujours attiré et j'avais jamais vraiment franchi le pas. Je me suis dit je vais aller voir ce qu'il fait. Pour moi au début c'était vraiment son projet avec ses associés. Je voulais pas vraiment interagir dedans. En plus, c'est mon petit frère, donc on peut se dire qu'il y a peut-être un problème d'ingérence qui peut toujours exister entre le grand frère et le petit frère. Et finalement, je me suis dit je vais t'aider un petit peu. Si tu as besoin, au début c'était juste pour regarder ou s'il y avait quelque chose à faire. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à beaucoup plus l'aider. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, moi je t'embauche. Donc j'ai retrouvé un travail grâce à lui. Et je suis très content de ce que je vis avec lui comme aventure familiale en même temps. Et comment ça s'est passé ton arrivée en Haute-Marne? Parce qu'entre Paris et la Haute-Marne, et en plus en start-up, c'était vraiment le grand saut. C'est un choc au début. C'est vrai que ça change. Déjà, on passe du costume à on va dire une tenue plus normale. Et c'est vrai que quand il y a des choses quand on a des réflexes un peu parisiens, on va dire c'est compliqué. Par exemple à 19h30 tous les magasins sont fermés parce que les gens ont une vie normale et dorment. Pareil parfois entre midi et 2 heures. Ça c'est la première chose qu'on peut constater. Et puis c'est vrai que on utilise beaucoup plus sa voiture. Je suis passé je conduisais le week-end et peut-être une fois ou deux de temps en temps en semaine à ma voiture, c'est ma deuxième maison. On passe énormément de temps en voiture, je vais à mon travail en voiture, je me déplace pour aller faire des courses, je vais en voiture, c'est totalement différent. Et c'est vrai que oui, c'est beaucoup plus vert, c'est beaucoup moins urbanisé, pas d'embouteillage. C'est comment dire une vision et un environnement qui n'a rien à voir, beaucoup plus nature. Le climat n'est pas forcément le même. C'est un climat beaucoup plus continental. Donc l'hiver il fait plus froid, l'été il fait plus chaud. Non, c'est vrai que c'est totalement différent. Mais c'est super dépaysant et c'est super agréable. Enfin de rentrer le soir. Je me souviens en hiver. On rentrait le soir sur une route de campagne et on croise des animaux, c'est quelque chose qui est super marrant parce que ça arrive pas forcément en ville quoi. À part à Paris on croise des rats mais c'est pas forcément ce qu'on c'est différent. Et ça a été facile de trouver un logement quand tu es arrivé en Haute-Marne? Les loyers sont tout à fait abordables. Pour donner un ordre d'idée, pour 500 euros, on peut louer une maison pour 4 personnes. Donc c'est quelque chose qui défie toute concurrence avec toutes les facilités, la fibre, une maison qui est bien isolée. Donc c'est vraiment très très avantageux à ce niveau-là. Un petit jardin bien sûr. Oui non c'est vrai que c'est quelque chose qui vraiment est assez formidable parce que ce qu'on passe d'un 30 mètres carrés à Paris à une grande maison dans laquelle on peut vraiment
s'épanouir et se projeter, même si on n'est pas forcément propriétaire, mais voilà, avec un jardin, on peut voilà, faire du jardinage, prendre soin de sa maison, envisager même des travaux, bien sûr, avec l'accord du propriétaire. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui change la vie, quoi. Et on apprécie en fait le fait de vivre chez soi, de pouvoir évoluer chez soi. C'est quelque chose que je vais me répéter, mais qui est vraiment appréciable. C'est vrai qu'à Paris, parfois, on n'est pas très bien chez soi. C'est trop petit, trop sombre aussi. Et du coup, on a souvent envie d'être dehors, en C'est terrasse. ça, ouais. Alors que c'est vrai que quand on est bien chez soi, on a envie d'y rester. Et donc, toi, tu racontais que t'es en colocation? Oui, c'est ça. Alors, nous, on a fait le choix d'habiter en colocation. Donc, on est 3 en colocation, 3 salariés enfin, de l'entreprise. Voilà, on habite dans le village de Chindrec, une petite ville qui est un nœud ferroviaire, qui était un nœud ferroviaire important, qui l'est un peu moins actuellement, mais qui a une gare TGV, une gare TER, pardon, qui permet de nous rendre à Paris en train également, en marchant 200 mètres depuis notre maison. Donc c'est plutôt agréable. Voilà, avec tous les facilités à proximité. Il y a 2 supermarchés, il y a une très bonne boulangerie, il y a des terrains de sport, terrains de tennis. Donc c'est plutôt sympathique et qui nous permet d'être à 5 minutes en voiture des locaux de Pangolin. Donc c'est quelque chose qui est très agréable. Et alors, comment ça se passe maintenant tes week-ends? Parce que tu disais qu'à Paris, tu faisais plus grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait le week-end en Haute-Marne? Voilà, donc déjà il y a une vie de village qui se développe, qui est très développée en fait l'été. L'hiver un peu moins parce que bon voilà le climat ne le permet pas forcément. Donc il y a énormément de fêtes, de kermesses. Alors après moi j'ai un petit péché mignon. Moi, j'adore le golf et je joue beaucoup au golf. En fait, il y a un très beau golf en Haute-Marne, à Arcambarois, une trentaine de kilomètres de Chalindrey. Et puis voilà, il y a toujours se balader en forêt, voilà, de découvrir des endroits. Il y a également les lacs aussi en Haute-Marne. Donc c'est des lacs réservoirs d'eau pour la Seine avec des plages où on peut faire plein d'activités, du wakeboard par exemple, juste se baigner tout simplement. C'est très agréable. Après le travail, ça nous arrive de nous y rendre, voilà, pour piquer une tête, hein, comme on dit. Et est-ce que ça te manque la vie parisienne dans le sens quand on est jeune et qu'on déménage comme ça à la campagne, est-ce que je sais pas, tu sens que c'est un peu vieillissant, peut-être la vie en tant que jeune à Paris te manque ou pas du tout? Parfois oui, je t'avoue, Clairvy, oui, parfois tu as des moments où tu te dis ah bah ce serait sympa si on pouvait aller se boire un verre, tout ça en terrasse, mais bon. Après, comment dire, c'est une vie plus construite, on va dire, enfin moins futile parfois, où on se lance plus dans des projets, même par exemple, enfin, c'est bête, mais je trouve qu'un projet de jardinage parfois, bah, ça nécessite un effort supplémentaire que de se dire, ah, bah, je vais aller me poser sur les quais de Seine et boire une bière. Donc ouais, c'est vrai que parfois c'est un appel à la facilité, parfois je trouve. Mais je l'ai fait, j'ai apprécié énormément le faire. Mais maintenant, forcément, en vieillissant, enfin, je suis pas vieux non plus, mais c'est vrai que je me dis, c'est mieux de faire des choses un peu plus construites. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'à Paris, il y a un côté, voilà, c'est dur au travail, et puis voilà, parfois ton boss, voilà, t'énerve un peu, et puis le soir, tu vas aller boire des coups pour oublier un peu n'importe quel jour de la semaine. Il y a un C'est côté vrai, un peu oublier sa propre vie un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a. c'est ça, ouais. Et toi, tu viens souvent à Paris, par exemple pour sortir ou pour le travail, vous venez souvent à Paris? Oui, on y va quand même très très régulièrement. On est obligé un peu parce que voilà, enfin, on a quand même des bureaux, pardon, à Paris. Donc qu'on a depuis seulement 6 mois. Puis que l'entreprise a pris un peu son essor, on a besoin d'avoir quand même un service à Paris pour les réunions, pour voilà, rencontrer les partenaires et les clients. Donc c'est important. On est amené à se rendre régulièrement à Paris quand même, donc pas complètement déconnecté de la vie parisienne. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même voilà, de maintenir et de faire en sorte que toute cette activité reste le plus possible en Haute-Marne, parce que voilà, c'est là que tout a commencé, et c'est là que voilà, on a le plus de facilité de la développer, et elle s'est développée
parce qu'on était en Haute-Marne aussi, je pense. Ça nous a beaucoup aidé. C'est vraiment plus d'avoir un regard un petit peu extérieur sur Paris, un peu comme un touriste qui s'émerveille de tout, les belles avenues, l'architecture haussmannienne, et le fait de couper et d'y revenir avec un regard nouveau, ça permet de s'émerveiller à nouveau. Ouais, non, mais c'est vrai, je pense que Paris, c'est fait pour être touriste. Il y a des villes, en fait, où il faut mieux être touriste C'est ça. que y vivre. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle vie? Je sais pas, il y a pas mal de choses, hein. C'est le cadre de vie parce que c'est tranquille, on n'a pas de stress, voilà, on se lève le matin, on prend la voiture, il y a personne sur la route, on arrive, il y a pas de bruit, les gens, notre première visite, c'est souvent les livreurs qui viennent nous amener des matières premières ou des commandes que les sous-traitants nous renvoient. Donc oui, non, c'est vrai que voilà, c'est le fait d'être tranquille surtout, de pouvoir profiter de cette belle nature qui nous entoure. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Quand on se lève le matin, voilà, on entend les petits oiseaux, on se balade, on voit des champs à perte de vue, c'est hyper agréable. Voilà, le fait aussi de pouvoir avoir des activités d'extérieur facilement. Ouais, on veut aller se balader un petit peu, marcher un peu 5 minutes en forêt, même à la pause du midi. On peut le faire. On veut aller faire un petit tour de vélo, même sans en faire sur du bitume, et faire un peu de VTT dans les bois après le travail, c'est possible. Là, l'été, on va aller se baigner dans un lac, possible également. Non, c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment intéressants. Et puis par exemple, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais on a juste derrière notre usine, on a des chevaux qui ne nous appartiennent pas, qui sont à un voisin. C'est plutôt cool de pouvoir aller prendre une pause et aller caresser la crinière d'un cheval. C'est hyper agréable, quoi. En plus, ils nous connaissent bien, ils sont super sympas, donc non, mais c'est vrai que c'est des avantages qu'on n'a pas à Paris, quoi. On a l'écurie dans les cours. À côté de ton travail. Et donc, toi, tu disais que tu avais l'impression que maintenant, tu t'es plus dans les projets, c'était plus construit. Tu as l'impression que ça t'a changé en tant que personne, ta nouvelle vie? Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé en toi? Je pense que on est plus apaisé, on se projette plus en fait. Moi, je pense que voilà, je me laisse moins vivre. Comment dire, j'envisage plus un projet de vie qu'un projet de carrière en fait, on va dire. C'est-à-dire me développer autrement que par le travail, tout en appréciant vraiment ce que je fais dans mon travail actuel. C'est vrai qu'à Paris, comme toi, on est vraiment absorbé par son boulot en fait à Paris, ce qui est pas forcément le cas ici. Ce qui veut pas dire qu'on travaille moins, hein. Puis bon, il y a aussi l'environnement startup qui fait que voilà, on fait plus de choses. On est multicasquette, on n'est pas assigné à un poste, à une tâche en particulier. Moi, dans la même journée, je peux faire des essais de tests balistiques, donc c'est-à-dire des tirs, et je peux être livreur, je peux être community manager, et je peux être gestionnaire supply chain. Et enregistrer un podcast. Et enregistreur de podcast également. Après, toi, je pense que c'est peut-être le meilleur des mondes parce que tu es salarié dans une start-up, donc t'as l'adrénaline, le challenge d'une start-up, mais sans forcément prendre les risques. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe avec ton frère, du coup? Bien. Bon, voilà, il y a des moments de tension comme dans les moments de la vie et toutes les situations de la vie qui peuvent exister, mais voilà, on est très proche avec mon frère, donc il y a pas vraiment de soucis. Comment dire, je m'efface un petit peu de mon rôle de grand frère que certains peuvent imaginer. Voilà, c'est son entreprise, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui a les idées. Après, voilà, moi, si je peux lui apporter des conseils, voilà, mais voilà, si je peux lui glisser un petit mot parfois de temps en temps sur certaines choses qui pourraient être faites autrement pour que ça soit plus efficace et mieux pour tout le monde. Mais voilà, toujours avec bienveillance et sans ingérer ce qu'il a créé et ce qu'il a bâti de ses mains. Est-ce que y a beaucoup d'entreprises qui recrutent dans la région? Je veux dire, si on a envie justement de faire comme toi, en fait, tu vois, d'avoir l'environnement startup et sans forcément lancer sa propre boîte, c'est possible? Alors c'est possible, je peux pas te dire de bêtises, mais oui, il y en a quelques-unes. Après, c'est une région qui manque cruellement de main d'œuvre sur beaucoup de postes. Il y a pas mal d'emplois dans le secteur santé et social en général, parce que voilà, dans les métiers médecins, infirmières, aides-soignantes, il y a un gros manque
en ce moment, comme dans beaucoup de départements français, je pense. Tout ce qui est psychologue, assistante sociale également, donc pharmacien aussi. Je vais peut-être pas tous les citer parce que ça va faire long, mais voilà, non, c'est des secteurs qui recrutent et où je pense qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir. Je vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a aussi des facilités d'installation qui sont envisagées par la région et par le département. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais quelles ont été les réactions de ton entourage quand tu as quitté Paris pour aller chez Pangolin? Surpris, certains qui me disaient bah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vas t'emmerder, tout ça. Et puis voilà, des gens qui restent, on va dire, dans une logique plan de carrière en se disant bah ouais, mais c'est une régression, tu progresses pas. D'autres qui me disaient que j'allais me cacher là-bas, rien faire. Bon, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, mais c'est vrai que ouais, il y a eu un rejet. Hein. Enfin, les gens ne comprenaient pas. Et puis au fur et à mesure, les gens se disent. Ah, mais en fait, ça marche, ce que vous faites. Donc, ouais, il y a une limite de la jalousie. Mais au début, c'est vrai que les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Au final, bon, enfin, malheureusement, les circonstances ont fait que, enfin, malheureusement pour les Ukrainiens, les circonstances ont fait que, voilà, notre activité a eu un boom. Voilà, en mi-mars. C'est vrai que, bah, au final, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, bah, en fait, oui, ça marche plutôt bien et ouais, c'est plutôt un bon choix, quoi. Donc voilà, enfin ça a été une accélération très rapide de notre rythme de travail et même enfin du rayonnement de l'entreprise. Mais c'est vrai que je regrette pas du tout mon choix et je suis très content de ma vie actuellement. Donc Ouais, parce que c'est vrai que peut-être ça fait peur quand on est jeune, on a peur d'être un peu isolé en fait, quand tu c'est dis se vrai, c'est cacher. vrai. Et toi, tu l'as senti ça ou? Bah, c'est vrai que si on est quelqu'un de très introverti et qu'on va pas forcément vers les autres, ça peut être compliqué de s'installer dans certaines régions, surtout quand on connaît pas bien. Après, tout est mis en place pour que les gens enfin se connaissent et échangent. Je peux citer par exemple le journal local, enfin le journal du département, le journal de la Haute-Marne, qui par exemple fait un article quand il y a un nouvel habitant dans une ville. Ouais, donc ça permet vraiment aux gens voilà de se dire ah bah il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Nous, on a pu en bénéficier à plusieurs reprises. On a eu plusieurs articles sur, voilà, sur l'entreprise, sur ce qu'on faisait, où on habitait, qui on était. Et c'est vrai que ça permet de briser un peu la glace, je trouve, et que c'est une bonne initiative. Ça permet vraiment, voilà, de créer le lien, en fait. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises de nous dire, ah ben, c'est grâce, en fait, au journal qu'on nous connaît. Je vais raconter une petite anecdote. On a acheté un canapé sur le Bon Coin, un particulier. Personne nous a dit, ah mais je vous ai vu vous dans le journal. C'est Pangolin ou Défense, c'est ça le nom un peu bizarre. Oui, c'est ça, oui. Ah d'accord, c'est bien ce que vous faites, hein. Et voilà, donc on en a parlé après une demi-heure. Et alors, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Ah, je sais pas trop, c'est dur de faire une introspection comme ça. Non, je dirais prendre en fait sa vie professionnelle et sa vie personnelle, parce qu'on évolue dans les deux cas, que ce soit la vie perso et la vie pro. Nos attentes évoluent, nos objectifs évoluent, et je pense que pour être voilà épanoui totalement, il faut essayer de faire coïncider les deux en fait, de pas avoir trop de décalage entre les deux. Parce que voilà, on peut se dire par exemple, oui, j'ai envie d'être chef de projet senior ou d'être manager, donc je vais me donner à fond. Et puis d'un autre côté, on a un rêve, je sais pas, par exemple de faire le tour du monde en van, enfin ou le tour de l'Europe en van, ce qui va prendre 3 4 mois, voilà, donc il va falloir poser un congé. Et puis au final, on se rend compte que nos deux aspirations sont pas du tout en adéquation et qu'il y en a une qui est incompatible avec l'autre en fait, et on ne sait pas laquelle prioriser, laquelle choisir, mais de trouver voilà un métier qui nous permette de faire par exemple, pour être très concret, 3 semaines de road trip et de pouvoir avoir un poste à responsabilité quand même. Donc voilà, je pense que il faut vraiment faire la part des choses et faire un compromis entre ce qu'on veut être sur notre vie personnelle et ce qu'on veut être sur notre vie professionnelle. C'est vraiment essayer de faire coïncider vie pro et vie perso. Je pense que voilà, ça on s'en rend compte parfois tard. Moi, j'ai eu la chance de m'en rendre compte, pardon, relativement tôt. Mais ouais, c'est quelque chose que je pense est hyper important et hyper négligé encore par beaucoup de gens. C'est vrai que même là, par rapport au podcast, on dit oser la reconversion, on est très très axé professionnel, alors que finalement, c'est aussi une nouvelle vie.
Il y a plein de choses Mmh. à prendre en compte. Bien sûr, oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as déménagé en Haute-Marne et dans ta nouvelle vie, dans ta start-up? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'attendais pas et puis que tu n'avais pas envisagé avant? Je pensais pas que c'était aussi qu'il y avait autant d'entreprises en fait, et pas forcément des entreprises de services. Il y a un tissu industriel qui est quand même présent. Quand on pense à la campagne, on se dit bah il y a des agriculteurs, il y a des boulangers, il y a des bouchers, il y a des grandes surfaces. Et en fait, non, il y a énormément de petites entreprises qui sont parfois complètement cachées, complètement enfin, c'est pas du tout, qui sont pas du tout mises en valeur parce que voilà, c'est des entreprises qui travaillent qu'en B2B, qui sont pas du tout, qui ont pas du tout d'interaction avec des clients. Par exemple, petite anecdote, je suis passé devant, vers Montigny-le-Roi. En fait, il y a un petit village qui s'appelle Sarret. Et dans ce petit village, en fait, une entreprise comme il peut y en avoir des centaines en France. Et en fait, c'est le leader mondial de la prothèse d'épaule. En gros, si quelqu'un se fait opérer de l'épaule, on lui rajoute un truc, ben, en fait, ça vient de là. Et c'est un tout petit village. Enfin, c'est pas du tout impressionnant. En fait, il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont cachées et que le cœur industriel un peu de la France, c'est la campagne, en fait. On dire toute la production se fait à la campagne, en fait. Hein. Ouais, la partie immergée plus invisible, quoi. C'est vrai qu'il y a le côté, on a l'impression qu'à Paris, il y a voilà toutes les entreprises, Station F, voilà, on est un peu à tous fait ici, alors qu'en fait, toi, tu t'es dit finalement non, il y a énormément en province. C'est vrai, exactement. La majorité des produits physiques qu'on consomme ou qu'on achète, qui sont produits en France, le sont à la campagne. Et au final, ça réduit un petit peu l'image qu'on se fait des villes, des grandes villes qui sont créatrices de valeur. Certes, les grandes villes sont essentielles. Voilà, tous les sièges, les administrations sont dans les grandes villes, mais en fait, tout le cœur de la production est à la campagne. Et ça, en fait, on l'imagine mal en fait quand on est citadin comme je l'étais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe en fait quand on le découvre. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Eh bien, une reconversion réussie, c'est quand on estime avoir gagné quelque chose par rapport, enfin, évolué et avoir une meilleure situation que notre métier ou notre vie précédente. Trouver du bénéfice dans ce qu'on fait et être content, fier de notre choix. D'avoir pu changer d'environnement, changer de métier, changer de vie. Reconversion réussie, c'est pas forcément un meilleur salaire, c'est pas forcément un job plus prestigieux, c'est avoir une meilleure qualité de vie, être bien dans ses baskets et être content de se lever le matin tous les jours pour aller à son travail. Et avec le recul, qu'est-ce que tu aimerais dire justement à toutes ces personnes qui te disaient à Paris ah mais tu vas te cacher, tu vas t'enfermer? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire avec le recul maintenant? Que certains avaient tort. Je sais qu'il y a certains qui sont forcément, enfin, qui sont inadaptés à ce genre de vie, mais je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont trop vite jugé en fait, en se disant bon c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas très sérieux. Monter une start-up comme ça, une start-up industrielle, c'est compliqué. En France, l'industrie, ça marche plus. L'industrie, ça fait 30 ans que c'est fini. Non, c'est vrai que je pense que ça permet aux gens de se dire, ah bah ouais, en fait, non, ça ouvre des portes, en fait. C'est possible de lancer un projet industriel, de créer un produit physique, de créer de la valeur ajoutée dans tous les domaines. Enfin, si on a envie de faire un projet avec un produit physique à forte valeur ajoutée, ben c'est possible et on trouve à la fois de la satisfaction et on peut y trouver du succès aussi. C'est vrai que c'est super ce que tu viens de dire, ce que tu dis que ça ouvre des portes. Alors, les gens pensaient que toi, tu allais te cacher, mais finalement, déménager à la campagne, c'est aussi ouvrir des portes et il y a autre chose derrière. Si je suis là aujourd'hui à répondre à tes questions, c'est parce que j'ai fait ce choix. Donc, sinon, voilà, j'étais un peu noyé dans la masse, quoi. Et c'est vrai qu'au final, en s'exilant un peu de Paris, ben on a plus de lumière qui arrive sur soi. Et je le vois. Je parle pour l'entreprise, mais je parle aussi d'un point de vue personnel. Je sens et même
pour en avoir discuté avec pas mal de gens ici. Quand on fait un projet, quand on fait une initiative dans une région qui est un peu moins dense, avec un peu moins de projets que ce qu'il peut y avoir à Paris, et tout de suite, c'est beaucoup plus valorisé. Comment dire, on y apporte beaucoup plus d'intérêt. Et ça, c'est appréciable. Après, ça veut pas dire que les projets sont de moins bonne qualité, hein. Mais c'est vrai que d'avoir un peu cette reconnaissance immédiate par les médias, par la population locale, c'est toujours appréciable et c'est toujours quelque chose qui est vraiment cool, quoi, de pouvoir se dire voilà, on a une certaine reconnaissance immédiate qui fait plaisir. Un grand merci Clément, en tout cas ça nous a donné envie de visiter la Haute-Marne. Donc je mettrai vos réseaux sociaux, votre site internet dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup Claire-Vie, j'espère que j'ai réussi à créer des vocations. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien du département de la Haute-Marne. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Haute-Marne et y lancer son entreprise sur www.respirer-avec-un-z.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.